We need job, Lion, we need job. We need job. Job, no rise. Job, no rise. Job, no rise. Les députés doivent prendre conscience. Les sénateurs également. Votre devoir, c'est de mettre à la disposition des citoyens toutes les lois promulguées. À chaque session, une descente parlementaire. Mais vous comprendrez, chers téléspectateurs et téléspectatrices, les parlementaires préfèrent construire des ponts. Alors que ça, c'est de la compétence du gouvernement qui reçoit les moyens pour ce type de travaux. Le devoir de l'élu, c'est d'inculquer, de mettre à la disposition des citoyens toutes les lois promulguées. Toutes les lois. Après chaque session, il faut descendre. Tout le monde descend sur tout le territoire national pour mettre à la disposition toutes les lois promulguées afin qu'ils en fassent bon usage. Mais aujourd'hui, c'est difficile d'apprendre. S'il y a une descente parlementaire, c'est pour aller partager le riz, le pain, l'huile. Au lieu que ce soit une séance de travail, de complément de compétences et de capacités, d'information et de connaissances et de savoir, c'est devenu une opportunité de restauration pour boire de l'alcool. Non. Non. J'interpelle ici les parlementaires pour qu'ils prennent conscience de leur travail. Parce que l'Assemblée nationale aujourd'hui pose problème. Ça se comprend. Puisque je peux vous dire que comment comprendre au niveau de l'Assemblée nationale, nous avons posé des problèmes très sérieux. Nous assistons au faux et usage de faux sur un document parlementaire. Comment? Et celui qui agit de la sorte est président d'une commission, éducation. Alors que c'est à lui qu'incombe la primeur de faire des bonnes propositions qui devaient cadrer l'éducation, qui devait codifier l'éducation des citoyens. Et lui qui devait être le premier exemplaire, pose d'actes de faux et usage de faux au vu et au su de tous, du bureau de l'Assemblée nationale. Nous avons tenu des émissions pour exposer cela, afin que les institutions habilitées s'auto-saisissent. Et aujourd'hui, un président d'une commission qui se permet de saisir les émoluments des élus directement à la question de l'Assemblée nationale. Ce pavane ne s'inquiète de rien. L'Assemblée devait prendre des mesures draconiennes pour redresser ce type de comportement. Pour 2500, peut-être 3000 $, des jeunes filles quinoises mineures, 16 à 17 ans, se font prendre à Brazzaville. La DGM qui suivait leurs traces depuis un temps
vient de mettre la main sur quelques-unes au moment où elle s'apprêtait à se rendre à Brazzaville. Suivez les faits. Insoutenables ces révélations. Des jeunes filles congolaises, 16-17 ans, objets de plaisir sexuel de certaines autorités brazzavilloises sans scrupules. Au prix de 2500-3000 $, elles sont offertes pour assouvir la gloutonnerie sexuelle de ce monsieur sans âme, sans foi ni loi, qui ne pense même pas à la protection de sa propre progéniture. Lukobeka Andrea, Ornella Malabandaya ont été récupérées au Bichongobila à Kinshasa alors qu'elles traversaient par un canon rapide affrété pour passer à la potence de ce monsieur la soixantaine révolue dont les mobiles ne sauraient être compris. Il se plaît rien qu'avec des petites filles, témoigne Naomi Okende Okonda, 22 ans, facilitatrice et recruteuse des mineurs. Natuni Andrea, nakoki kotia en contact na DJ garçon mobwe asala makabu, trafic na Brazza. Elle a dit oui, il présente les filles aux hommes. Lui, il voulait que des petites filles. Mais moi, je voulais aller avec elle. Et lui, il a dit on ne me voulait pas. On voulait elle et que je cherche une autre petite fille. Je m'appelle Andrea, j'ai 17 ans. On partait à Brazzaville pour aller prendre de l'argent chez un ministre. Pas moins de 3000 $. Mais je sais qu'il y a des filles qui partent avec lui. Le mercredi soir, DJ nous avait confirmé qu'on devait aller à Brazzaville prendre de l'argent. J'ai dit à Naomi que je ne pouvais pas y aller seule. C'était impossible que j'y aille seule parce que s'il y a un problème, je n'ai pas envie de mourir seule. Et c'est là qu'elle m'a présenté à Ornella. En fait, au bout du compte, elles font du sexe business pour les autres. Le butin de guerre, c'est plutôt le DJ. Mwanza Habiba Didier, de son vrai nom, contact de cette autorité brazzavilloise qui en tire le plus gros profit. Selon DJ Mwanza, il doit avoir 50% de 2500. Naomi a dit que non, ça ne peut pas se faire. Comment il va te donner 50%? Même à l'église, on donne à Dieu 10%. C'est ce qu'elle avait dit. Il a dit non, ou sinon je vais péter les plans, ou sinon je vais commencer à crier. Je ne sais pas moi s'il a déjà eu des problèmes avec des filles là-bas seulement pour question d'argent. Il nous avait même déjà informé que nga côté mbongo na silikaka. Naïveté d'enfance, mauvaise éducation, situation socio-économique déplorable, des questionnements écœurants. L'une des gamines soutient par ailleurs utiliser ses fonds afin de soigner sa mère malade et payer sa scolarité. Ainsi donc, ce fameux DJ, pas de la musique, est plutôt un spécialiste du proxénétisme et incitation de mineurs à la débauche. Avec son complice pour la traversée, Tati Mboko, chef d'agence SCTP, ex-Onatrao Beach, ils n'en sont pas à leur premier forfait. Bonjour, bonsoir, chers téléspectateurs et téléspectatrices. Après notre absence, tout indépendamment à notre volonté, nous voilà de retour à l'émission Assemblée citoyenne avec pour présentateur votre frère René Mokono, et qui vous présente avant toute chose ses excuses et ses regrets pour cette absence, bien sûr, due indépendamment à notre volonté. Après s'être acquitté de ce devoir important, il est nécessaire que nous puissions vous rafraîchir la mémoire pour avoir la présence à l'esprit des objectifs de notre émission Assemblée citoyenne. Vous savez, chers téléspectateurs et téléspectatrices, le contexte politique actuel de l'Afrique, en général, et du Congo en particulier, nécessite beaucoup de communication pour édifier le public et les citoyens. C'est dans ce sens que nous avons saisi les dispositions de l'article 25 de la Constitution du 25 octobre 2015 pour mettre en place cette émission.
nous vous lisons les dispositions de cet article pour que nous soyons tous à la page. Voici donc la Constitution. Constitution de la République du Congo, adoptée par référendum le 25 octobre 2015. Voici l'article 25. Tout citoyen a le droit d'exprimer et de diffuser librement son opinion par la parole, l'écrit, l'image ou par tout autre moyen de communication. La liberté de l'information et de communication est garantie. Elle s'exerce dans le respect de la loi. Bien. La censure est prohibée. L'accès aux sources d'information est libre et partagé dans les conditions déterminées par la loi. Voilà donc les dispositions constitutionnelles qui donnent le droit à tout citoyen de s'exprimer à travers l'image, la parole ou l'écrit. Voilà le fondement de notre émission Assemblée citoyenne. Bien. Ceci étant, l'Assemblée citoyenne est un couloir démocratique de communication, populaire et patriotique, en vue de pérenniser l'éducation, la solidarité et le partage du savoir. L'Assemblée citoyenne, donc, pris dans ce sens, se veut, premièrement, édifier les citoyens de la nécessité de transformer notre pays, le Congo, en république, en état de droit et en nation souveraine. Car le système politique actuel, tel que présenté par nos institutions d'aujourd'hui en Afrique, en général et au Congo en particulier, ne permet pas ou ne confère pas de façon automatique le statut de république, d'un état de droit et surtout d'une nation souveraine. En réalité, nous sommes très loin de ces concepts, de ces statuts. Et donc, les défaillances des parlementaires causent beaucoup de conséquences très graves aux citoyens. Le fait que les parlementaires n'effectuent pas assez de descentes parlementaires pour mettre à la disposition des citoyens les nouvelles lois promulguées, et étant donné que les citoyens ne savent même pas là où se trouve le journal officiel, et même s'ils peuvent s'y rendre, l'abonnement coûte très cher. Et donc, les parlementaires ne prennent pas au sérieux la gravité de cette absence de descente parlementaire. Parce que lorsque les parlementaires ne mettent pas à la disposition des citoyens les lois promulguées, les citoyens sont ignorants des lois, de la gravité des actes qu'ils posent, étant donné que l'ordre est assuré, est garanti par les lois de la République. C'est dans les lois de la République que les citoyens puisent leurs droits et leurs devoirs. C'est dedans qu'ils se renseignent pour savoir que tel acte est autorisé ou
interdit et réprimandé de cette manière. Donc, le fait que les citoyens n'ont pas la facilité de s'acquérir de la loi, de s'informer sur la loi, et que les parlementaires qui devaient effectuer les descentes ne le font pas, les citoyens sont ignorants de la loi. Alors que lorsque les citoyens se trouvent en face de la justice, les praticiens du droit font usage du principe selon lequel nul n'est censé ignorer la loi. Parce que les juges, les magistrats pensent que l'État met les moyens colossaux, les moyens roulants et financiers à la disposition des parlementaires. Et à cela, il faut ajouter le journal officiel qui publie les lois promulguées. Et donc, les citoyens sont censés connaître la loi. Alors que le journal officiel, l'abonnement coûte cher, ce n'est pas accessible à toutes les couches. Et on ne sait pas aussi là où c'est publié. Et donc, les citoyens sont exposés au phénomène très grave d'ignorance de la loi. C'est pourquoi il est de notre devoir l'Assemblée citoyenne s'est rendue compte de ce déficit informationnel au sujet de la publication des lois promulguées, mises à la disposition des citoyens, des lois promulguées. Parce que le droit, nombreux pensent que c'est un domaine réservé aux praticiens du droit, alors que la connaissance et la maîtrise du droit est un devoir citoyen. Le citoyen doit connaître ses droits. Là où il commence, c'est là où il s'arrête. Et c'est dans le droit, c'est dans les lois que tout est codifié. C'est la loi qui garantit l'ordre public. C'est dans la loi qu'on retrouve les interdictions, ce qu'il ne faut pas faire et ce qu'il faut faire. Mais nombreux pensent que c'est réservé aux juges, aux magistrats. Alors que nous devons démystifier cette façon de voir les choses du droit. Le droit, le savoir juridique, la connaissance du droit, donc des lois de la République, est un devoir et qui incombe en premier aux parlementaires qui doivent les mettre à la disposition des citoyens. C'est important. Donc les citoyens doivent savoir que la connaissance et la maîtrise des lois de la République, donc du droit, n'incombe pas seulement aux praticiens du droit, aux juges, aux magistrats et aux professeurs. Mais la différence qu'il y a entre les magistrats et les citoyens, c'est que les magistrats prêtent serment pour appliquer sans faille le pouvoir qui leur est conféré par le peuple, par les citoyens. C'est pour ça qu'ils prêtent serment, qu'ils vont juger son parti pris. Ils vont mettre en application les pouvoirs qui leur sont conférés par les citoyens de la République. C'est la seule différence. Donc il n'y a pas à penser que le droit est un domaine réservé aux praticiens du droit. Non. Si c'était ça la condition sine qua non, mais pour être parlementaire, on devait exiger la connaissance du droit. Et donc, les défaillances des parlementaires causent beaucoup de conséquences très graves aux citoyens. Le fait que les parlementaires n'effectuent pas assez de descentes parlementaires pour mettre à la disposition des citoyens les nouvelles lois promulguées, et étant donné que les citoyens ne savent même pas là où se trouve le journal officiel, et même s'ils peuvent s'y rendre, l'abonnement coûte très cher. Et donc, les parlementaires ne prennent pas au sérieux la gravité de cette absence de descente parlementaire.
Dans quelques jours, vous allez élire les 577 députés qui vont siéger à l'Assemblée nationale. Mais alors, concrètement, à quoi vont-ils servir? Eh bien, leur première mission, c'est de voter les lois. Le gouvernement leur soumet ses projets de loi et les députés peuvent modifier certains passages ou même carrément les supprimer s'ils ne sont pas d'accord, et pour ça, ils déposent des amendements. Les députés peuvent aussi proposer eux-mêmes des lois et ça leur permet parfois de mettre à l'honneur des thèmes qui sont délaissés par l'exécutif. Les députés peuvent aussi bloquer une loi. Deux façons de le faire. Ils peuvent déposer tellement d'amendements que ça ralentit énormément les débats et repousse le projet. Soit, s'ils sont 60 ou plus, ils peuvent saisir ce qu'on appelle le Conseil constitutionnel qui va censurer une partie ou toute la loi. Deuxième mission des députés, contrôler l'action du gouvernement. Pour cela, une fois par semaine, il y a la séance des questions au gouvernement. Pendant cette séance, les députés peuvent interroger, interpeller, demander des comptes au ministre. Imaginez une seule seconde l'Élysée sans eau. Voilà à quoi ressemble le quotidien insupportable de nos compatriotes en Guadeloupe. Quand allez-vous enfin défendre nos valeurs françaises, notre civilisation judéo-chrétienne? Sur des thèmes précis, les députés peuvent lancer des missions d'information. Ça permet d'évaluer ou de contrôler l'action du gouvernement sur tel ou tel sujet en particulier. Les députés ont aussi le pouvoir de lancer des commissions d'enquête. Avec vous, Hélène Frade, bien sûr. Bonjour Hélène. Bonjour Pauline. Dans la presse aujourd'hui, d'abord, vous avez retenu pour nous l'enquête de Libération ce jeudi sur le détournement présumé de la manne pétrolière du Congo-Brazzaville, l'un des pays, Hélène, les plus pauvres du monde. Des centaines de milliers d'euros, de millions d'euros évaporés dans ce qui s'apparente au pillage de tout un pays où le revenu moyen par habitant n'atteint pas 5 euros par jour. Le premier volet de cette enquête, intitulé « Le président, l'intermédiaire et les millions envolés », raconte comment l'arrestation de cet homme d'affaires, Lucien Ebata, un proche du président Denis Sassou Nguesso, mis en examen en France en 2021 pour blanchiment et corruption active, comment son arrestation a permis la mise au jour d'un puissant système financier occulte au profit du clan du président Denis Sassou Nguesso, arrivé au pouvoir pour la première fois, on le rappelle, en 1979, une affaire qui a commencé en janvier 2012 à l'aéroport de Roissy où Lucien Ebata s'était fait arrêter en possession de sommes stupéfiantes en liquide, 182 000 euros et 40 000 $ en espèces non déclarées, au cœur de ce système de détournement présumé. Une société, la société de Lucien Ebata, la société Orion, du nom de la constellation symbolisant la force dans la mythologie grecque. Une entreprise moins poétiquement immatriculée aux Seychelles avec l'aide du cabinet d'avocats Mossack Fonseca, un nom qui vous dit sans doute quelque chose puisqu'il s'agit de la société qui s'est retrouvée au cœur du scandale d'évasion fiscale des Panama Papers. S'agissant d'Orion, donc, Libé affirme que cette société a alimenté des dépenses somptuaires, des dizaines de milliers d'euros de cadeaux achetés dans des boutiques de luxe sur les Champs-Élysées, jusqu'à des mouvements de cash pouvant atteindre des millions d'euros à Paris et à Monaco. Libération évoque une affaire qui résonne avec celle des biens mal acquis, dans laquelle, on s'en souvient, des membres du clan de Denis Sassou Nguesso sont soupçonnés de s'être constitués des patrimoines illicites en France grâce à des détournements de fonds publics. Le journal annonce, Pauline, la publication demain du deuxième volet de cette enquête sur, cette fois, les relations politiques et économiques françaises très haut placées de Lucien Ebata. Enfin, s'ils arrivent à se réunir à 58 députés ou plus, les parlementaires peuvent déposer ce qu'on appelle une motion de censure. Notre volonté aujourd'hui, c'est qu'il y ait le dépôt d'une motion de censure. Et si cette motion de censure est adoptée à la majorité absolue dans l'hémicycle, alors le gouvernement est contraint de démissionner. C'est arrivé une seule fois sous la Ve République, c'était en 1962 et le gouvernement de Georges Pompidou a été dissous. La troisième mission des députés non officielle, c'est de porter les intérêts de leur circonscription. En théorie, les députés sont les représentants de la nation tout entière. Mais en pratique, ils sont élus dans un territoire local par des électeurs et dans leur permanence en circonscription, ils accueillent et conseillent les habitants. Lors d'une question au gouvernement, par exemple, ils peuvent faire remonter telle ou telle problématique locale et essayer d'inciter le gouvernement à agir pour leurs électeurs. La Seine-et-Marne est actuellement frappée par de fortes inondations dues aux crues de la Marne au nord et de la Seine au sud. Enfin, au sein de l'hémicycle, les députés débattent.
haranguent, parfois bruyamment, lors d'actions coup de poing en fonction de l'actualité. Ils peuvent organiser des hommages, des minutes de silence, faire des standing ovations. Législateurs, contrôleurs, tribuns, le député a donc plusieurs casquettes et c'est vous qui déciderez le 12 et le 19 juin prochain qui les portera pour les 5 prochaines années. Parce que lorsque les parlementaires ne mettent pas à la disposition des citoyens les lois promulguées, les citoyens sont ignorants des lois, de la gravité des actes qu'ils posent, étant donné que l'ordre est assuré, est garanti par les lois de la République. C'est dans les lois de la République que les citoyens puisent leurs droits et leurs devoirs. C'est dedans qu'ils se renseignent pour savoir que tel acte est autorisé ou interdit et réprimandé de cette manière. Donc, le fait que les citoyens n'ont pas la facilité de s'acquérir de la loi, de s'informer sur la loi, et que les parlementaires qui devaient effectuer les descentes ne le font pas, les citoyens sont ignorants de la loi. Alors que lorsque les citoyens se trouvent en face de la justice, les praticiens du droit font usage du principe selon lequel nul n'est censé ignorer la loi. Parce que les juges, les magistrats pensent que l'État met les moyens colossaux, les moyens roulants et financiers à la disposition des parlementaires. Et à cela, il faut ajouter le journal officiel qui publie les lois promulguées. Et donc, les citoyens sont censés connaître la loi. Alors que le journal officiel, l'abonnement coûte cher, ce n'est pas accessible à toutes les couches. Et on ne sait pas aussi là où c'est publié. Et donc, les citoyens sont exposés au phénomène très grave d'ignorance de la loi. C'est pourquoi il est de notre devoir l'Assemblée citoyenne s'est rendue compte de ce déficit informationnel au sujet de la publication des lois promulguées, mises à la disposition des citoyens, des lois promulguées. Parce que le droit, nombreux pensent que c'est un domaine réservé aux praticiens du droit, alors que la connaissance et la maîtrise du droit est un devoir citoyen. Le citoyen doit connaître ses droits. Là où il commence, c'est là où il s'arrête. Et c'est dans le droit, c'est dans les lois que tout est codifié. C'est la loi qui garantit l'ordre public. C'est dans la loi qu'on retrouve les interdictions, ce qu'il ne faut pas faire et ce qu'il faut faire. Mais nombreux pensent que c'est réservé aux juges, aux magistrats. Alors que nous devons démystifier cette façon de voir les choses du droit. Le droit, le savoir juridique, la connaissance du droit, donc des lois de la République, est un devoir et qui incombe en premier aux parlementaires qui doivent les mettre à la disposition des citoyens. Qu'est-ce que la démocratie signifie vraiment? Sa définition la plus simple serait « le pouvoir appartient au peuple ». Mais il existe aussi plusieurs autres principes attachés à la notion de démocratie. Les libertés fondamentales. Toute personne qui vit dans une démocratie a des droits garantis, comme la liberté d'opinion et d'expression, la liberté de religion et le droit de réunion, publique ou privée. Au Canada, nos libertés fondamentales sont protégées par la Charte canadienne des droits et libertés, qui fait partie de la Constitution canadienne. La Charte garantit aussi le droit à l'égalité. Personne ne peut subir de discrimination en raison de son origine raciale ou ethnique, sa religion, sa langue, son sexe ou son orientation sexuelle. Des élections libres et justes. Les citoyens de 18 ans ou plus peuvent se présenter comme candidats et voter lors des élections pour choisir leurs représentants.
Les élections sont organisées régulièrement, de façon honnête et sans influence ou intimidation. Au Canada, des élections fédérales doivent avoir lieu au moins tous les 5 ans. La responsabilité et la transparence. Les élus sont responsables de leurs actions et doivent accomplir leurs tâches en fonction des intérêts de ceux qu'ils représentent et non des leurs. Au Canada, les représentants élus participent à des activités comme la période des questions, où ils doivent rendre des comptes de leurs actions et répondre aux questions des partis d'opposition. Les médias demandent également des comptes au gouvernement afin de tenir les citoyens informés. La règle de droit. Les lois sont appliquées de manière égale, juste et équitable. Personne n'est au-dessus de la loi. Cela signifie que tout le monde, y compris les représentants du gouvernement, doit obéir à la loi. Cela signifie également que les gouvernements ne peuvent punir les gens, sauf s'ils ont enfreint la loi. Tous les Canadiens doivent respecter les lois du pays, même s'ils sont en désaccord. Et le dernier principe, mais non le moindre, la participation des citoyens. La démocratie repose sur la participation des citoyens, que ce soit de se présenter comme candidat, s'informer, débattre de différents enjeux, participer aux assemblées publiques, payer ses impôts, faire partie d'un jury et manifester. Tous les citoyens d'une démocratie ont la responsabilité de respecter et de contribuer à soutenir ces principes, parce que sans eux, il n'y aurait pas de démocratie. C'est important. Donc les citoyens doivent savoir que la connaissance et la maîtrise des lois de la République, donc du droit, n'incombe pas seulement aux praticiens du droit, aux juges de magistrats et aux professeurs. Mais la différence qu'il y a entre les magistrats et les citoyens, c'est que les magistrats prêtent serment pour appliquer sans faille le pouvoir qui leur est conféré par le peuple, par les citoyens. C'est pour ça qu'ils prêtent serment, qu'ils vont juger son parti pris. Ils vont mettre en application les pouvoirs qui leur sont conférés par les citoyens de la République. C'est la seule différence. Donc il n'y a pas à penser que le droit est un domaine réservé aux praticiens du droit, non. Si c'était ça la condition sine qua non, mais pour être parlementaire, on devait exiger la connaissance du droit. Mais vous allez bien comprendre que nombreux, et d'ailleurs, les praticiens du droit, nombreux ne sont pas censés connaître comment la loi s'élabore. La loi que les professeurs de droit enseignent, nombreux n'ont jamais pris part à la confection d'une loi au Parlement. Beaucoup de professeurs d'université. La loi qu'ils enseignent tous les jours, ils en ont la maîtrise, mais ils ne savent pas comment c'est confectionné. Donc la confection de la loi est faite par les parlementaires. Et les parlementaires ne sont pas des praticiens du droit. C'est des citoyens comme tout autre. Mais, c'est des politiques. Cependant, les praticiens du droit, il leur est interdit de faire la politique. Alors que les députés sont issus des partis politiques. Et les populations sont libres de faire partie des partis politiques. Donc, nous devons en tout cas éloigner de notre esprit que la maîtrise, l'apprentissage du droit est du domaine des magistrats. Non. Le magistrat a étudié la loi, c'est une connaissance de mémoire. Donc, c'est comme la Bible. N'importe quelle personne qui veut avoir la maîtrise de la Bible, il suffit que vous l'ayez, vous le pénétrez et que vous sachiez lire. C'est tout. Le droit, c'est pareil. Quand vous connaissez lire, vous avez la loi qui est publiée, vous lisez, vous vous informez,
vous connaissez que ceci est autorisé, ceci est interdit. Que lorsque vous êtes dans une société, l'heure de travail, ça commence quand au Congo? À quelle heure ça termine? À quel moment faut-il gréver? À quel moment il ne faut pas gréver? Quelles sont les conditions pour gréver? Tout ça, c'est dans la loi. Et toutes les lois passent par les députés pour être votées. Donc, par les parlementaires, pour être votées. Donc, nombreux se disent, non, c'est pour les magistrats. Non. 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 Si c'était nécessaire, donc pour être parlementaire, il fallait être praticien de droit. Alors qu'il n'en est nullement question. Il y a certains députés qui sont là, qui ont même des difficultés parfois pour écrire. Mais ce sont eux qui ont la compétence de voter la loi. Et le citoyen doit s'informer des différentes lois promulguées. Il y a même des avocats ou des juges même qui soutiennent des lois abrogées. La vidéo du jour est relative à l'adage. Nul n'est censé ignorer la loi, nemo censtur ignorar legem. Nous l'avons évoqué dans notre vidéo relative au vocabulaire juridique. Nul n'est censé ignorer la loi? C'est à cette grande question que nous tentons de répondre dans cette vidéo. Précisons-le, d'entrée, c'est une règle de droit ou encore un principe non codifié. Il est le corollaire du caractère obligatoire de la loi. Sa mise en œuvre atteste de relations tendues entre le citoyen et l'État. Depuis toujours, il a une valeur symbolique. Par le passé, la loi émanant du roi, il était moins aisé de le comprendre. Si la Révolution de 1789 a fait table rase de cette situation, la valeur symbolique du principe demeure encore aujourd'hui. Certes, la loi émane désormais du peuple, donc tout le peuple devrait la connaître. Mais ce n'est pas le cas nécessairement. Le terme loi renferme l'ensemble des textes du système juridique. Certains termes sont complexes. Dans ces conditions, ne s'agit-il pas d'un principe ambigu? Désormais la loi émane du peuple. Ce qui veut dire que le peuple est le propriétaire de la loi. Pour ces raisons, la question de l'ignorance ne devrait pas se poser. Effectivement, le peuple est mieux placé pour connaître sa chose, sa propriété, la loi. C'est au regard de tout ce qui précède que le principe nous paraît ambigu. Mais, il a du sens. Essayons donc de le comprendre dans son ensemble. Nous l'expliquerons dans son sens négatif puis dans son sens positif. Pour le comprendre dans son sens négatif, il faut dire ce qu'il n'est pas. Le principe ne signifie pas que nous devons connaître toutes les lois. Selon nos sources, il est employé pour déplorer l'absence de sécurité juridique face à la multiplication des textes juridiques. Positivement, c'est la conséquence du caractère obligatoire de la loi. Avec ce principe, aucune personne ne peut justifier un comportement, ni se soustraire de l'application d'une loi au motif qu'elle ignorait son existence et son sens, encore moins qu'elle ne sait pas que cela était interdit. Ainsi, chacun a le devoir et l'obligation de connaître l'existence de la loi, publiée au journal officiel. Pour nos auteurs, il assure le lien entre le journal officiel, le citoyen et l'État. Cela se justifie dans la mesure où l'État publie la loi dans ce journal officiel puis le citoyen va le consulter afin d'être informé. Le principe a tout de même une valeur symbolique. Nous pensons que c'est plus un outil de dissuasion que d'action. Effectivement, le principe est limité dans la mesure où aucune personne ne peut connaître toutes les lois. De même, il n'est pas aisé, ni même aux juristes, de comprendre le sens des lois. C'est pourquoi, certains soutiennent qu'il s'agit d'une fiction juridique. Quoi qu'il en soit, c'est un principe nécessaire. En tout état de cause, le principe est nécessaire pour l'ordre social. Ce serait ainsi trop facile de se soustraire de l'application d'une loi en invoquant un motif quelconque. Une fois la loi promulguée au journal officiel, il s'impose à tous. Mais tous n'ont pas accès à la loi dans les mêmes conditions. C'est pourquoi, pour son succès, divers services existent pour accompagner tout le monde dans la compréhension de la loi. Mais ces juges-là, ces magistrats, sont dans des circonscriptions. Donc, chaque fois que la loi est abrogée, le député part à la circonscription pour dire telle loi a été abrogée. Et donc, les magistrats, les avocats qui sont dans ces circonscriptions s'informent au même titre que les autres citoyens. Ce qu'ils ont appris à l'école, ce n'est plus cela aujourd'hui. Donc la connaissance a évolué. Il y a eu des lois qui se sont ajoutées. Mais le temps qu'il était à l'école, eh bien, cette loi n'existait pas. Donc, le juge ou le magistrat apprend la loi
la même loi votée par les députés. Donc la seule différence, c'est que le magistrat a prêté serment pour appliquer sans faille les pouvoirs qui lui ont été conférés par les citoyens et pour juger sans état d'âme, sans défaillance, pour créer l'équilibre, pour assurer la justice pour tous. Et si le magistrat applique mal la loi, le serment qu'il a prêté, c'est une faute très grave. Il peut être radié de ses fonctions. Parce que le juge n'a pas droit de commettre l'injustice. C'est pour ça qu'il est tenu de prêter serment, pour qu'on lui rappelle, vous avez prêté serment pour appliquer sans faille la justice, l'application de ces lois devant tout le monde, parce que tout le monde est égaux en droit et en devoir. Nous, on est au-dessus de la loi. Même le président de la République n'est pas au-dessus de la loi. Le président de la Cour constitutionnelle, le président de la Cour, personne n'est au-dessus de la loi. C'est la loi qui doit être au-dessus de tous et tous doivent se conformer à la loi. La précédente expression signifie en droit, nul n'est au-dessus des lois. La connaissance de ce principe, en droit, est nécessaire et utile pour tous. Mais, la compréhension n'est pas la même pour tous. Dans tous les cas, avec ce principe, c'est garantir l'état de droit, la démocratie, les droits de l'homme, l'indépendance de la justice, la séparation des pouvoirs. De même, c'est lutter contre l'impunité, l'arbitraire, l'excès de pouvoir. Si le principe est considéré comme un corollaire de l'état de droit, il reste fragilisé par les hommes qui font le droit. Un exemple concret. Durant l'été dernier, dans l'affaire du policier mis en cause pour avoir tiré sur un jeune à Marseille, diverses positions ont été prises en France par les membres du gouvernement. Nonobstant quelques divergences, on retient que toutes les autorités soutiennent la supériorité des lois dont le respect s'impose à tous. Nul n'est au-dessus des lois, le gouvernement tempère les propos du patron de la police, le Parisien. Sur la base de ces prises de position et à partir des sources consultées, il faut déduire du principe que ce sont les institutions de la République ainsi que tous les citoyens qui sont responsables du fonctionnement du principe. Le président de la République et le gouvernement, les membres du Parlement, les institutions publiques et privées, la justice, les forces de l'ordre et de sécurité, les particuliers, chacun à son niveau agit pour le respect des lois. Enfin, le principe suppose une justice indépendante qui agissant en toute transparence peut inculper tous les citoyens, membres du gouvernement, parlementaires, particuliers. Donc, la loi est au-dessus des gouvernants. Qu'ils soient élus, nommés, ou autoproclamés, les gouvernants s'engagent à respecter les lois. Nous vous renvoyons au site ci-dessous où il est possible voir la prestation de serment en Côte d'Ivoire ainsi que la cérémonie d'investiture en France. Site 1, cérémonie des prestations des sermes du président Ouattara, les institutions, le gouvernement, la hiérarchie militaire, les chefs religieux et les diplomates présents. Site 2, l'investiture des présidents de la République Élysée. La prestation de serment ne se limite pas aux chefs de l'État. Avant l'entrée en fonction, diverses autorités ainsi que des fonctionnaires de l'État prêtent serment. Nous pensons que tout cela atteste que les lois sont au-dessus de tous. Ce qui garantit l'état de droit, corollaire du principe, nul n'est au-dessus des lois. Nul n'est au-dessus des lois, un principe corollaire de l'état de droit. Selon nos sources, l'état de droit est une notion d'origine allemande, Rechtsstaat, qu'elle a été redéfinie par le juriste autrichien Hans Kelsen. Selon cet auteur, c'est un état où les normes juridiques sont hiérarchisées de telle sorte que sa puissance s'en trouve limitée. Dans cette hiérarchie, la norme inférieure est conforme à la norme supérieure. Nos auteurs distinguent aussi l'état de droit de l'état policier et de l'état légal. Après cela, des auteurs développent la notion d'état d'exception caractéristique de crise, d'anomalie, de dérèglement et d'extraordinaire. Le respect de la hiérarchie des normes. L'égalité des citoyens devant la loi. La mise en place de la séparation des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires. Au nom de l'état de droit, l'État a la responsabilité de protéger les droits fondamentaux, l'ordre public, l'indépendance de la justice. En France, on peut lire en ce sens l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, DDHC, de 1789. Dans un État de droit, les pouvoirs publics agissent dans les limites de la loi. Cette loi doit être élaborée conformément aux valeurs suivantes, la transparence, la démocratie, le pluralisme. Cette loi doit viser la justice par la protection des droits, l'accès à cette justice, son indépendance et son impartialité. Enfin, dans l'état de droit c'est l'égalité, la prévention contre l'arbitraire,
la sauvegarde des droits et libertés. On note aussi que l'évolution de cette notion d'état de droit qui est plus ou moins à l'image de l'évolution du droit lui-même peut s'expliquer par ce qui suit. La séparation de la politique du religieux. La proclamation des droits fondamentaux de l'homme. La soumission de l'État au droit. Ainsi, l'état de droit reste une valeur fondamentale pour diverses institutions internationales. L'Organisation des Nations Unies. L'Union africaine. Le Conseil de l'Europe. L'Union européenne. La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Les organes de ces institutions, comme en témoigne leur site internet, agissent pour le respect de l'état de droit. Nonobstant tout ce qui précède, le principe « nul n'est au-dessus des lois » semble limité par la volonté des hommes qui font le droit. On a concédé le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, si vous avez les ministres qui ont failli, mais demandez leur départ au Président de la République. 5 minutes, oui, monsieur le Président, s'il vous plaît, je vous en prie, vous avez dit que j'en ai qu'une seule, mais laissez-moi sur ça. C'est dramatique. Quelles sont les perspectives pour comment l'espoir que le président, en parlant des accords avec le FMI, d'ici à ça, surtout qu'ils sont venus ici, ils sont venus nous ont ouvert une session budgétaire, sans gouvernement, sans un peu d'approche. C'est une première dans l'histoire du Congo. Donc c'est ici, voici les mesures, voici ce qu'on va aboutir. Mais nous sommes très gentils, nous vous recevons avec 5 mois sans salaire. Nous vous recevons 5 mois sans salaire, derrière nous les attachés, les conseillers, jusqu'au bataillon qu'on gère dans les quartiers. Donc, soyons sérieux parce que nous devons, ici, le président a dit, il y a des grandes lignes, et son gouvernement le mettre en pratique. Je reviens sur le point, et ça c'est là où je prends la question qui est déposée, au ministre de la Maison du Territoire, oui. Je voulais vous entendre, monsieur le ministre, quand vous avez parlé du contrat sur l'entreprise de tonnage, non, je voulais vous entendre, vous avez signé un contrat pour l'aménagement des 135 km. Parce que comment vous avez fait une concession d'une route, monsieur le ministre, une concession de route, et qui n'existe même pas. Mais d'ici, oui, c'est pourquoi les députés doivent prendre conscience. Les sénateurs également. Votre devoir, c'est de mettre à la disposition des citoyens toutes les lois promulguées. À chaque session, une descente parlementaire. Mais vous comprendrez, chers téléspectateurs et téléspectatrices, les parlementaires préfèrent construire des ponts. Alors que ça, c'est de la compétence du gouvernement qui reçoit les moyens pour ce type de travaux. Le devoir de l'élu, c'est d'inculquer, de mettre à la disposition des citoyens toutes les lois promulguées. Toutes les lois. Après chaque session, il faut descendre. Tout le monde descend sur tout le territoire national pour mettre à la disposition toutes les lois promulguées afin qu'ils en fassent bon usage. Mais aujourd'hui, c'est difficile d'apprendre. S'il y a une descente parlementaire, c'est pour aller partager le riz, le pain, l'huile. Au lieu que ce soit une séance de travail, de complément de compétences et de capacités, d'information et de connaissances et de savoir, c'est devenu une opportunité de restauration pour boire de l'alcool. Non. Non. J'interpelle ici les parlementaires pour qu'ils prennent conscience de leur travail. Parce que l'Assemblée nationale aujourd'hui pose problème. Ça se comprend. Puisque je peux vous dire que comment comprendre au niveau de l'Assemblée nationale, nous avons posé des problèmes très sérieux. Nous assistons au faux et usage de faux sur un document parlementaire. Comment? Et celui qui agit de la sorte est président d'une commission, éducation. Alors que c'est à lui qu'incombe la primeur de faire des bonnes propositions qui devaient cadrer
l'éducation qui devait codifier l'éducation des citoyens. Et lui qui devait être le premier exemplaire pose d'actes de faux et usage de faux au vu et au su de tous, du bureau de l'Assemblée nationale. Nous avons tenu des émissions pour exposer cela afin que les institutions habilitées s'auto-saisissent. Et aujourd'hui, un président d'une commission qui se permet de saisir les émoluments des élus directement à la question de l'Assemblée nationale. Ce pavard ne s'inquiète de rien. L'Assemblée devait prendre des mesures draconiennes pour redresser ce type de comportement. Pour 2500, peut-être 3000 $, des jeunes filles quinoises mineures, 16 à 17 ans, se font prendre à Brazzaville. La DGM qui suivait leurs traces depuis un temps vient de mettre la main sur quelques-unes au moment où elles s'apprêtaient à se rendre à Brazzaville. Suivez les faits. Insoutenables ces révélations. Des jeunes filles congolaises, 16-17 ans, objets de plaisir sexuel de certaines autorités brazzavilloises sans scrupules. Au prix de 2500-3000 $, elles sont offertes pour assouvir la gloutonnerie sexuelle de ce monsieur sans âme, sans foi ni loi, qui ne pense même pas à la protection de sa propre progéniture. Lukobeka Andrea, Ornella Malabandaya ont été récupérées au Bichongo-Villa à Kinshasa alors qu'elles traversaient par un canon rapide affrété pour passer à la potence de ce monsieur, la soixantaine révolue, dont les mobiles ne sauraient être compris. Il se plaît rien qu'avec des petites filles, témoigne Naomi Okende Okonda, 22 ans, facilitatrice et recruteuse des mineurs. Natuni Andrea, nakoki kotia en contact na DJ garçon moboy asala makabu, trafic na Brazza. Elle a dit oui, il présente les filles aux hommes. Lui, il voulait que des petites filles. Mais moi, je voulais aller avec elle. Et lui, il a dit on ne me voulait pas. On voulait elle et que je cherche une autre petite fille. Je m'appelle Andrea, j'ai 17 ans. On partait à Brazzaville pour aller prendre de l'argent chez un ministre. Pas moins de 3000 $. Mais je sais qu'il y a des filles qui partent avec lui. Le mercredi soir, DJ nous avait confirmé qu'on devait aller à Brazzaville prendre de l'argent. J'ai dit à Naomi que je ne pouvais pas y aller seule. C'était impossible que j'y aille seule parce que s'il y a un problème, je n'ai pas envie de mourir seule. Et c'est là qu'elle m'a présenté à Ornella. En fait, au bout du compte, elles font du sexe business pour les autres. Le butin de guerre, c'est plutôt le DJ. Mwanza Habiba Didier, de son vrai nom, contact de cette autorité brazzavilloise qui en tire le plus gros profit. Selon DJ Mwanza, il doit avoir 50% de 2500. Naomi a dit que non, ça ne peut pas se faire. Comment il va te donner 50%? Même à l'église, on donne à Dieu 10%. C'est ce qu'elle avait dit. Il a dit non, ou sinon je vais péter les plans, ou sinon je vais commencer à crier. Je ne sais pas moi s'il a déjà eu des problèmes avec des filles là-bas seulement pour question d'argent. Il nous avait même déjà informé que nga côté mbongo na silikaka. Naïveté d'enfance, mauvaise éducation, situation socio-économique déplorable, des questionnements écœurants. L'une des gamines soutient par ailleurs utiliser ses fonds afin de soigner sa mère malade et payer sa scolarité. Ainsi donc, ce fameux DJ, pas de la musique, est plutôt un spécialiste du proxénétisme et incitation de mineurs à la débauche. Avec son complice pour la traversée, Tati Mboko, chef d'agence SCTP, ex-Onatrao Beach, ils n'en sont pas à leur premier forfait. Donc, on comprend que le Congo aujourd'hui est une cour du roi Péton parce que la loi, parce que le rôle de l'Assemblée nationale, le rôle du Parlement, c'est de voter les lois et d'assurer le contrôle du gouvernement sur l'applicabilité de ces lois votées. Malheureusement, c'est un laisser-aller. C'est la cour du roi Péton. Faux et usage de faux sur un document parlementaire. L'Assemblée est au courant. Le bureau de l'Assemblée est au courant.
Et il est là. On le regarde. Et on va se mettre à torpiller des citoyens pour des diffamations, des citoyens pour des faits qui sont parfois aléatoires. Et donc, je lance un appel ici au niveau de l'Assemblée citoyenne. C'est notre devoir de traduire ce que les citoyens ressentent, ce que les citoyens veulent qu'ils soient entendus. Donc, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, il est très, très capital de s'associer à l'Assemblée citoyenne pour apporter toutes les contributions nécessaires qui vont édifier, qui vont apporter un plus aux citoyens pour qu'ils se sentent plus à l'aise pour rendre la vie en société vivable. La défaillance de la connaissance de la loi crée l'anarchie dans un État. C'est ce que nous vivons au Congo aujourd'hui. Le Parlement qui devait servir de contrôle ne contrôle rien, laisse faire. Et les institutions qui devaient assurer l'équilibre, la justice, c'est un laisser-aller. Les citoyens sont exposés aux abus de pouvoir des praticiens du droit. Et surtout que les avocats qui devaient aider les citoyens pour combler les carences dans le domaine du droit, nombreux sont corrompus. Ils sont attachés à l'argent. Les citoyens étant appauvris aujourd'hui ne sont pas capables de payer un avocat pour défendre sa cause. Et même s'il a trouvé de l'argent, il est en complicité avec la partie adverse pour donner tort à celui qui a raison. C'est un non-État. Merci d'être fidèle au programme d'Africa News. Ils sont désormais au nombre de 5, les proches du chef de l'État congolais Denis Sassou Nguesso, visés par la justice française dans le cadre de l'affaire dite des biens mal acquis. Edgar Nguesso et Catherine Inyanga, respectivement neveu et belle-sœur du chef de l'État congolais, viennent d'être mis en examen pour blanchiment de détournement de fonds publics. Il est entre autres reproché à Edgar Nguesso la détention d'un patrimoine immobilier fastueux et des dépenses élevées à près d'1,4 million d'euros en 2 ans, tandis que Catherine Inyanga, elle, est soupçonnée d'avoir servi de prête-nom à une société fictive pour laquelle on transitait des biens. Rappelons que fin juin cette année, Julienne Sassou Nguesso et son époux Guy Johnson, respectivement fille et gendre du président Denis Sassou Nguesso, ont été accusés de corruption et ont fait l'objet d'une enquête pour blanchiment d'argent et mauvaise utilisation de fonds publics. En mars, son neveu, Wilfried Nguesso, a été mis en examen pour les mêmes charges. À ce jour, les enquêtes ont montré que depuis 2007, plusieurs dizaines de millions d'euros d'entités publiques du Congo-Brazzaville auraient été transférés vers les comptes de diverses sociétés offshore aux Seychelles, à Maurice ou à Hong Kong, en vue de financer le train de vie de certains membres du clan présidentiel. Et c'est pourquoi l'Assemblée citoyenne veut construire, à travers les échanges que nous avons, des patriotes, des citoyens nantis de la maîtrise de leurs droits et de leurs devoirs, pour que la vie en société soit paisible, pour que règne la justice, pour qu'il y ait une solidarité agissante. C'est un devoir pour nous. C'est vraiment la raison fondamentale. Et ceci étant, je crois que l'Assemblée citoyenne va multiplier les efforts, des émissions, pour décortiquer la Constitution et les autres textes de droit dans lesquels se trouve codifiée la vie en société. Comme nous avons la Constitution, nous mettons à la disposition des citoyens, à travers l'Assemblée citoyenne,
le savoir qui peut aider les citoyens à bien vivre et à bien mourir, à garantir la paix, l'équilibre. Dans cette société, le Congo n'était pas comme ça. Hier, le Congo était, tu pouvais t'empiffrer d'alcool, tu es dans la rue, tu dors là, demain matin, tu te réveilles avec tout ce que tu avais sur toi. Nous ne cessons de le répéter. Mais aujourd'hui, dès que vous prenez de l'alcool, vous tombez, le matin, vous retrouvez nu. Tout est parti. Parce qu'il n'y a pas de l'ordre. Ceux qui devaient garantir l'ordre sont les premiers à susciter le désordre. Donc, il n'y a plus d'État, il n'y a plus de République, il n'y a plus de nation. C'est la cour du roi Pétou. Et ça, c'est tellement grave et écœurant que nous nous sommes sentis concernés pour être ensemble avec tous les citoyens, pour conjuguer les efforts afin que nous transmettons le savoir acquis de droit. Nous ne connaissons rien, nous sommes que l'animateur de l'émission. Et c'est votre émission, le savoir, c'est vous qui l'avez, c'est vous qui le connaissez, c'est à vous que revient ce mérite, et ce devoir de venir à l'Assemblée citoyenne pour communiquer autour de toutes les questions liées à la bonne existence de la vie en société. C'est pour cette raison que, comme nous sommes proches des élections déjà, nous sommes déjà dans les élections, et nous avons le devoir de communiquer aussi sur ce qui doit aider les uns et les autres. Que dit la loi au sujet donc des manifestations publiques? Il y a un problème très important, une contradiction au sujet de manifestations publiques. Les gens, il y a une confusion. Il y a les réunions publiques et les manifestations sur la voie publique. C'est donc le thème que nous essayons de coller à cette mission d'aujourd'hui, qui n'avait que pour l'essentiel rappeler les objectifs de l'Assemblée citoyenne. Mais cependant, vu l'urgence, nous tenons à aborder ce thème-là. Au Congo, la loi qui régissait les associations politiques était la loi de 1901, l'époque avant l'indépendance. Et cette loi, les partis politiques étaient considérés comme des associations, comme toute autre association. Mais à partir du 12 mai 2007, une loi a été promulguée. Donc c'est la loi numéro 20 du 12 mai 2017, portant loi organique relative aux conditions de création, d'existence et de modalités de financement des partis politiques. C'est cette loi aujourd'hui qui codifie comment créer un parti et comment faire fonctionner un parti. Donc aujourd'hui, au Congo, les partis politiques, ce qui régit les partis politiques, c'est cette loi. Ce n'est plus la loi de 1901. Là-bas, c'est les autres associations qui sont régies par cette loi. Maintenant, au niveau du fonctionnement des partis politiques, nous lisons l'article 25 de cette loi. Bien. Les partis politiques s'administrent librement, suivant leur statut et conformément à la Constitution, aux lois et règlements en vigueur. Bien. Donc, les partis politiques ne peuvent pas subir de pression de l'administration publique. Ils s'administrent librement. Ça veut dire qu'ils peuvent tenir leurs activités. Voilà. Ils bénéficient du droit d'accéder aux médias d'État sous réserve
des lois et règlements en vigueur, être consulté par le gouvernement sur les grandes questions de la vie de la nation. Voilà. Rester en justice, acquérir, administrer et disposer de leurs biens meubles et immeubles nécessaires pour l'accomplissement de leurs activités. Donc les partis politiques sont libres de se réunir, de tenir leur activité. Maintenant, comme l'activité essentielle des partis politiques, ce sont surtout les réunions. Et leurs réunions, ils sont publiques. Bien. Que dit la loi sur les réunions publiques? Au niveau de cette loi ici, il n'y a pas une modification. Sur les réunions publiques, la seule loi qui existe, c'est cette loi. C'est la loi numéro 23 du 11 mai 1960. Donc c'est depuis l'indépendance. Les réunions publiques au Congo sont régies par cette loi. C'est l'unique loi. C'est la loi numéro 23 du 11 mai 1960 sur les réunions publiques. Bien. Que dit la loi sur les réunions publiques? Nous lisons. L'Assemblée nationale a délibéré et adopté. Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit. Article 1er. L'article 2 du décret numéro 46-718 du 11 avril 1946 est abrogé. Bien. Article 2. Les réunions publiques sont libres sous les conditions prescrites par les articles suivants. Bien. Article 3. Toute réunion publique est soumise à l'obligation d'une déclaration préalable. Il faut seulement déclarer. On ne dit pas soumis à une autorisation, d'une déclaration préalable. Bien. Toutefois, en sont dispensées les réunions d'ordre strictement professionnel tenues par les syndicats professionnels ou unions et fédérations syndicales, ainsi que celles tenues par les groupes sportifs et de jeunesse non politiques. Ça ne le concerne pas. Article 4. La déclaration est faite à la préfecture. C'est la condition qu'on est en train de poser. La déclaration est faite à la préfecture ou à la sous-préfecture du lieu de la réunion, selon que la réunion doit avoir lieu au chef-lieu d'une préfecture ou à une autre localité. Elle est effectuée 2 jours francs, au moins, et 15 jours au plus avant la date de la réunion. Toutefois, le délai minimum est réduit à 6 heures pour les réunions publiques électorales. Donc, il faut une déclaration. Vous déclarez, on ne demande pas l'autorisation. Bien. Quand on va à la ligne 2, la déclaration fait connaître les noms, prénoms et domicile des organisateurs et est signée de 3 d'entre eux faisant élection de domicile dans la commune ou la sous-préfecture du lieu où doit avoir lieu la réunion. Elle indique le but, le lieu, la date et l'heure de la réunion. Voilà les conditions exigées qui doivent figurer dans la déclaration qu'on va faire à la préfecture ou à la sous-préfecture. On ne parle pas d'autorisation, juste une déclaration. Et ça continue. L'autorité qui reçoit la déclaration, on délivre immédiatement un récépissé. Donc, vous voulez tenir une réunion publique, à ne pas confondre avec une manifestation publique. Une manifestation sur la voie publique. Ici, c'est une réunion publique. Il faut donc une déclaration
Et donc, dans la déclaration, il faut qu'il y ait, la déclaration fait connaître les noms, prénoms et domicile des organisateurs et est signée de 3 d'entre eux, faisant élection de domicile dans la commune ou la sous-préfecture du lieu où doit avoir lieu la réunion. Elle indique le but, le lieu, la date et l'heure de la réunion. L'autorité qui reçoit la déclaration, on délivre immédiatement un récépissé. Donc, il n'y a pas d'enquête. Immédiatement, on délivre un récépissé. Bien. L'article 5. Si l'autorité investie de pouvoir de police estime que la réunion projetée est de nature à troubler l'ordre public, elle interdit par un arrêté, elle n'interdit pas verbalement, par un arrêté, qu'elle notifie immédiatement au signataire de la déclaration au domicile élu. Donc, une fois que vous avez fait votre déclaration, si l'autorité habilitée pense que cette réunion publique peut causer des préjudices, peut causer des troubles à l'ordre public, l'administration interdit. L'autorité qualifiée pour recevoir la déclaration la transmet dans les 24 heures au ministre de l'Intérieur. Elle joint, le cas échéant, une copie de son arrêté d'interdiction. S'il veut interdire, il interdit. Et il transmet au ministre de l'Intérieur le document, l'arrêté qui interdit. Dans les 24 heures, il envoie, transmet au ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur peut soit prendre un autre arrêté d'interdiction, soit annuler celui qui a été pris. Bien. Voilà ce que dit la loi sur les réunions publiques. Bien. À ce niveau-là, je crois que les choses sont claires. Il suffit, vous avez l'intention, vous voulez une réunion publique, oui. 3 personnes de votre parti, vous vous retrouvez, vous faites une déclaration, le parti fait analyse toutes les questions et délègue 3 personnes qui vont à la sous-préfecture ou à la préfecture pour mettre à la disposition de l'administration la déclaration. Cette déclaration doit être signée de 3 personnes qui sont dans votre parti, mais qui résident là où la réunion publique va se tenir. Donc, il faut connaître leur nom, leur domicile, et ils y signent. Dans la déclaration, ils doivent dire la date, le lieu et l'heure où la réunion va se tenir. Une fois cela est fait, la préfecture ou la sous-préfecture, l'administration, vous remet un document qui accuse de réception. Et ce document, ça s'appelle récépissé, que nous avons reçu. La déclaration de tel parti en date lue. Et ça se trouve au numéro tant, on vous remet. Vous partez chez vous. Donc, l'administration qui reçoit a 24 heures pour vous interdire. Et s'il veut intervenir, lorsqu'on ne vous écrit pas, lorsqu'on ne repose rien à votre réunion, il n'y a aucune note. Bien. Malheureusement, nous avons constaté assez souvent une confusion au niveau de la gestion des réunions publiques et des marches, les manifestations sur la voie publique. C'est ça, les réunions sur la voie publique qui nécessitent d'abord, selon l'arrêté que nous allons lire, c'est interdit. Les manifestations sur la voie publique sont interdites. Et au cas où vous voulez
en faire, ça nécessite une autorisation. Mais les réunions publiques n'ont pas besoin d'autorisation. Les réunions publiques n'ont besoin que de déclaration. Et cette déclaration doit contenir 3 signataires qui résident sur le lieu où l'activité va se tenir, doit dire l'objet, le but. Pourquoi vous voulez vous réunir? Non, nous voulons aller à notre congrès pour élire le président du parti. Ah non, nous voulons aller au congrès pour réviser nos textes. Donc, vous devez dire le but de la réunion. Quand vous avez dit le but, vous avez donné la date, vous avez l'heure, le lieu, et 3 personnes membres ont signé, c'est fini. Il n'y a plus d'autres exigences. Et le délai, vous le faites dans un délai de... La loi est claire. Voilà. Voilà. Donc, une fois que vous déposez, bon, vous attendez. Si dépassez les 48 heures, les 24 heures de la préfecture et les 24 heures du ministère de l'Intérieur, s'il n'y a aucune notification opposant à votre activité, vous tenez votre activité. Maintenant, ce qui nécessite une autorisation, nous allons lire la loi. Bien. Ordonnance numéro 62-23 du 3 octobre 1962 relative aux manifestations sur la voie publique. On précise bien, il s'agit d'une manifestation sur la voie publique. À ne pas confondre avec la réunion publique. Ordonnance numéro 62-63 du 23 octobre 1962 relative aux manifestations sur la voie publique. Le président de la République, chef du gouvernement, vu la Constitution, vu la loi numéro 2862 du 13 juin 1962, autorisant le gouvernement à légiférer par ordonnance, vu l'avis de la Cour suprême, le Conseil des ministres, entendu, ordonne, article 1er, les réunions sur la voie publique sont et demeurent interdites. Voilà. Les réunions sur la voie publique. Sur la voie publique. On n'a pas dit dans un endroit public, non. Sur la voie seulement. Ça peut se passer dans les autres endroits publics, mais sur la voie publique, elles sont interdites. Si vous êtes au palais de congrès, ce n'est pas interdit. Mais sur la voie publique, elles sont interdites. Bien. Article 2. Sont soumis à l'autorisation. Sont soumis à l'autorisation. Tout cortège, défilé et rassemblement de personnes et, d'une façon générale, toute manifestation sur la voie publique. Voilà ce qui nécessite l'autorisation. Pas la réunion au palais de congrès, pas la réunion à l'église, pas la réunion dans une salle, pas la réunion au siège. Ça ne demande pas d'autorisation. Bien. Toutefois, sont dispensés de cette autorisation, mais cependant, soumises à la déclaration préalable, les sorties sur la voie publique conformes aux usages locaux. Les cortèges funéraires sont libres. Les cortèges funéraires sont libres. 3. La demande d'autorisation est déposée à la préfecture ou à la sous-préfecture du lieu de la manifestation, selon que la manifestation doit avoir lieu au chef-lieu d'une préfecture ou d'une autre localité. Elle est effectuée 5 jours francs au moins et 15 jours
au plus avant la date de la manifestation. La demande d'autorisation fait connaître les noms, prénoms et domicile des organisateurs et est signée par 3 d'entre eux, faisant élection de domicile dans la préfecture ou la sous-préfecture. Elle indique le but de la manifestation, le lieu, la date et l'heure du rassemblement des groupes invités à y prendre part et s'il y a lieu de l'itinéraire projeté. L'autorité qui reçoit la demande, on délivre immédiatement récépissé. Article 4. Le préfet et le ministre de l'Intérieur ont seule qualité pour accorder ou refuser l'autorisation demandée. Cette autorisation est refusée si la manifestation projetée est jugée de nature à troubler l'ordre public. Article 5. Dans les 5 jours du dépôt de la demande, le préfet notifie sa décision au signataire à domicile élu. Il en rend compte simultanément au ministre de l'Intérieur qui, par arrêté, notifie au plus tard dans les 10 jours du dépôt de la demande. Peut soit interdire la manifestation, soit annuler la décision préfectorale d'interdiction. Voilà. Donc, ici, il est clairement établi qu'on nécessite de l'autorisation de la part de la préfecture ou du ministre de l'Intérieur les manifestations sur la voie publique. Ce n'est pas sur le lieu public, non. Sur la voie publique. C'est d'abord interdit. Ensuite, au cas où les nécessités sont fait sentir, vous écrivez. Et seule la préfecture et le ministère de l'Intérieur peuvent interdire ou autoriser. Je crois qu'à partir de cette ordonnance, il est clair dans l'esprit des citoyens que les partis politiques peuvent tenir, d'abord, ils s'administrent librement au regard de l'article 25 de la loi sur les partis politiques, donc la loi numéro 20 du 12 mai 2017, à son article 25. Ils peuvent se réunir, ils s'administrent, ils font leurs activités librement. Maintenant, pour les réunions publiques, ils écrivent à la préfecture pour faire une déclaration. Et dans cette déclaration, on dit le pourquoi de la réunion, où elle va se tenir, à quelle heure. Et cette déclaration doit être signée de 3 membres du parti qui vivent là où l'activité va se tenir. Point. Il n'y a pas une autre formalité. Une fois vous déposez votre déclaration, le même jour, aussitôt, l'administration qui vous reçoit vous établit immédiatement un récépissé, un document qui justifie que oui, nous avons reçu votre déclaration et nous avons pris connaissance de votre déclaration. La préfecture, étant au courant de toutes les conditions exigées par la loi, s'il pense que la réunion peut être interdite, la préfecture a 24 heures pour interdire. Et aussitôt, il doit transmettre cet avis au ministère de l'Intérieur, qui a aussi 24 heures pour interdire ou annuler l'interdiction. Une fois les 48 heures dépassées, il n'y a plus aucun problème. Donc, pour les réunions publiques, la loi n'est pas faite par nous.
Donc, chers téléspectateurs, chers hommes politiques, chers administrateurs, l'Assemblée citoyenne met à votre disposition ses contributions pour éviter aujourd'hui l'injustice, les cacophonies, la mauvaise foi qui quittent certains dirigeants des institutions de la République. Donc, ce qui est interdit, ce sont les réunions publiques sur la voie publique. Les réunions sur la voie publique. Les réunions, les manifestations sur la voie publique, ça c'est interdit. Maintenant, il y a la nécessité de faire cette marche. En ce moment-là, il faut obligatoirement une autorisation de la préfecture ou du ministère de l'Intérieur. Donc l'autorisation n'intervient ici que pour les manifestations sur la voie publique. C'est l'ordonnance 62-23 du 23 octobre 1962 relative aux manifestations sur la voie publique. Je crois que c'est clair et net. Puisque la loi de 1901 continue à gérer la vie associative, en dehors de la vie des partis politiques, que le Congo a doté d'une nouvelle loi. Les dispositions sur les partis politiques en tant qu'association qui régissaient la loi de 1901, ces dispositions sont abrogées par la loi numéro 20 du 12 mai 2017. Ça, il y a des dispositions. Mais au niveau des manifestations sur la voie publique, les ordonnances restent en vigueur. Donc, ne confondons pas réunion publique et manifestation ou réunion sur la voie publique. Je crois qu'à ce niveau, la force publique qui intervient souvent pour venir empêcher ça, je crois que la lumière est suffisamment apportée parce que parfois c'est l'ignorance. Surtout que c'est une vieille ordonnance de 1962. Oui. Même la loi qui légifère les associations est de 1901 jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'il n'y a rien à y reprocher. On n'élabore pas des lois pour les élaborer. Donc, à ce niveau-là, je crois que nous sommes suffisamment fait comprendre. Bien. Après donc ce volet important sur les réunions publiques, parce que nous avons pris les précautions, parce que nous pensons que pendant ces campagnes, les partis politiques et les candidats risquent d'être en difficulté, parce que assez souvent on avance des raisons très fallacieuses pour ne pas permettre la liberté fonctionnelle des partis politiques qui est garantie par l'article 25. Voilà les questions que nous avons pensé aborder et au cours de cette émission. Et certainement que les partis politiques doivent être aidés aussi par la loi par l'article 61 de la Constitution. Les partis politiques doivent, pour être reconnus, se conformer aux principes suivants. Le respect, la sauvegarde et la consolidation de l'unité nationale. Donc les partis politiques doivent militer pour l'unité nationale. Bien. La protection
et la promotion des droits fondamentaux de la personne humaine. Avec sa petite famille, Fortuné a marché une semaine pour rentrer à Brazzaville. Sa chemise bleue et quelques affaires, c'est tout ce qu'il a pu ramener chez lui. Premier regard sur la région qu'il a fui il y a bientôt une année, premier checkpoint de police. Avec lui sa grand-mère et sa petite sœur de 15 ans qui vient d'accoucher en forêt. Fortuné fait partie de ceux qu'on appelle ici les retournés, ces 200 000 Congolais qui reviennent peu à peu à Brazzaville après avoir été chassés par la reprise des combats le 18 décembre 1998. Dernier kilomètre avant de rejoindre un poste de secours à l'entrée de Brazzaville. Soulagement, Fortuné et les siens, ils ont échappé à la forêt et aux miliciens incontrôlables qui y sévissent. Mais combien d'autres sont restés dans la région du Pôle? Personne ne le sait. Là-bas aussi, nous avions laissé des mamans, des jeunes, des petits-enfants sont malades, très malades, sont au fond de forêt, souffrent. Ça fait une semaine, 2 semaines, 1 mois sans manger. Donc c'est pas ici en ville, c'est là-bas. Vous allez là-bas, aux forêts. Allez aider les autres qui sont là-bas. C'est pas ici. La poursuite de la satisfaction de l'intérêt général du peuple congolais, la promotion d'un état de droit fondé sur le respect et la défense de la démocratie, des libertés individuelles et collectives, la défense de l'intégrité du territoire et de la souveraineté nationale, la proscription de l'intolérance, de l'ethnicisme, du sectarisme et de recours à la violence sous toutes ses formes, le respect au caractère républicain, laïque et indivisible de l'État. Voilà les conditions exigées par la loi numéro 20 du 12 mai 2017 aux partis politiques. Il faut veiller à cela. Quand vous transgressez ceci, c'est une faute parce que vous avez transgressé la Constitution. Toutes les actions des partis politiques doivent s'en référer. C'est ici, c'est l'article 61 de la Constitution, du 25 octobre 2015. Donc les partis politiques, nous insistons sur ça pour éviter les plaintes. Nous devons nous conformer à la loi pour que la République du Congo vive en harmonie avec la Constitution et que la paix soit garantie. Alors, la Constitution, c'est l'acte juridique suprême d'un État. C'est clairement le texte suprême qui se trouve tout en haut de la hiérarchie des normes. Et d'ailleurs, l'ensemble des règles d'un État doivent lui être conformes. Que contient donc la Constitution? Dans une Constitution, on trouve principalement 2 types de règles. On trouve tout d'abord les règles qui déterminent la forme de l'État, qui déterminent l'organisation des pouvoirs publics, qui déterminent les conditions d'exercice du pouvoir. Concrètement, la Constitution prévoit ainsi l'organisation politique, en quelque sorte, du pays. Elle précise aussi quel est le rôle et les missions de chacun des organes d'un État. Par exemple, c'est la Constitution qui précise que la France est une république laïque, indivisible, etc., qu'elle est dirigée par un président de la République élu pour 5 ans au suffrage universel direct. C'est aussi la Constitution qui indique que la loi est adoptée par le Parlement selon telle procédure. La Constitution nous informe de quoi est composé le Parlement, en l'occurrence de l'Assemblée nationale et du Sénat. Elle précise par exemple comment sont élus les députés et les sénateurs. Elle parle également des pouvoirs du Parlement, du Premier ministre, etc. En bref, la Constitution fixe les règles d'organisation du pouvoir dans un État. C'est donc le premier type de règles que l'on peut trouver dans une Constitution.
Ensuite, le deuxième type de règles que l'on trouve dans une constitution, ce sont les règles relatives à la protection des droits fondamentaux des individus. En France, c'est la constitution du 4 octobre 1958 qui fixe les règles d'exercice du pouvoir sous la Ve République. Alors, cette constitution de 1958 comporte un préambule, une sorte d'introduction, et 89 articles. Dans ces articles, on trouve toutes les règles sur l'organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics. Les pouvoirs publics, qui c'est le président de la République, le Premier ministre, le Parlement, etc., le gouvernement, etc. Mais dans le texte même de la Constitution, on ne trouve pas de protection à proprement parler des droits fondamentaux. Et c'est la raison pour laquelle d'autres textes fondamentaux, qui protègent, eux, les droits fondamentaux, ont acquis une valeur constitutionnelle grâce à la jurisprudence du Conseil constitutionnel. C'est notamment le cas de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui consacre certains droits fondamentaux comme la liberté d'expression, le droit de propriété, etc. C'est aussi le cas du préambule de la Constitution de 1946, qui a été intégré par le Conseil constitutionnel, le bloc de constitutionnalité, et donc ce préambule de 46, de la Constitution de 46, eh bien, consacre certains droits sociaux, comme par exemple le droit de grève. Tout cela forme ainsi ce que l'on appelle le bloc de constitutionnalité. Et pour assurer le respect donc de la Constitution, de ce bloc de constitutionnalité, un contrôle est effectué par un organe particulier, le Conseil constitutionnel. Et ce contrôle est appelé donc assez facilement, assez simplement, le contrôle de constitutionnalité. Quand nous sortons des dispositions de l'article 61, la loi frappe et sanctionne. Voilà, chers téléspectateurs, les préoccupations qui étaient les nôtres pour aujourd'hui, et à nous revoir à la semaine prochaine, au dimanche prochain. J'espère que les forces de l'univers vont nous permettre d'être prêts, d'avoir les éléments nécessaires pour édifier de plus belle les citoyens qui se trouvent aujourd'hui abandonnés par les citoyens et l'Assemblée citoyenne est là pour essayer d'apporter le peu qu'il peut apporter pour l'évolution de l'humanité, pour l'évolution de notre société, pour l'harmonie, pour le renforcement de l'unité nationale et pour la garantie de la démocratie et pour la construction du patriotisme dans notre pays afin que le Congo soit épargné de l'immoralité à outrance, du vol, du pillage que les citoyens et les institutions font subir à notre beau pays, le Congo, et qui a d'énormes richesses et dont les citoyens, les populations ne pouvaient pas vivre dans cette misère. Et même si nous pouvons être misérables, nous avons le droit de connaître tout au moins la liberté d'expression, tout au moins la paix, le respect. Voilà terminé notre émission Assemblée citoyenne. C'était votre humble serviteur René Mukuno. À dimanche prochain. Merci.